pour la petite anecdote, et là ça va en faire grimacer certains. J'ai un pote qui, à l'échauffement d'un KV, donc on parle quand même d'un rythme relativement cool, à l'échauffement d'un KV, se fait une entorse, fait le fameux saut d'allègement, tu sais, pour pouvoir en fait guérir en l'air en fait, l'entorse. Et en fait, dans la réception, se plie l'autre cheville. Absolument fabuleux. Salut à toi, je suis heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Trail Podcast, le podcast consacré 100% et complètement à la pratique et à la communauté du trail running. Un nouvel épisode très spécial. À chaque fois j'ai l'impression de dire la même chose, mais c'est vrai qu'à chaque fois les épisodes sont un peu spéciaux. Et puis là nous allons bien nous poiler, bien nous marrer avec notre invité qui est nul autre que la personne qui se cache, une des personnes qui se cache derrière les genoux dans le gif et qui se cache derrière la revue annuelle du trail Point de Côté, ou encore Kiki, l'ouvrage consacré à Kylian Jornet, et bien d'autres choses, qui est également derrière la grande récré qui a eu lieu lors de l'UTMB au col de la Forclaz, lors de la Forclaz Fort Courtenay. Eh bien, il s'agit de Robin Schmitt. Et oui, Robin Schmitt, Guillaume Desmures et Marion ont sorti récemment le nouvel ouvrage de Point de Côté numéro 5, et nous allons en parler en longueur dans cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur Robin Schmitt et sur son histoire, n'hésitez pas à vous rendre sur un précédent épisode du LTP. C'était en mars 2020 et c'est le numéro 16. Donc voilà, on avait échangé à l'époque sur son histoire, sur la création des genoux dans le gif, etc. Un nouvel épisode consacré très majoritairement à la réalisation de cette revue annuelle qui nous régale tous les ans. Et puis nous allons parler un peu plus largement de la situation actuelle liée à l'évolution de notre pratique, de notre discipline. Et puis vous allez voir, nous allons élargir également la discussion sur tout un tas de sujets hyper intéressants, et sans oublier bien évidemment de nous poiler, car avec Robin c'est toujours la régalade. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vous laisse profiter de cette conversation avec Robin Schmitt, des genoux dans le gif et de la revue Point de Côté. Bonne écoute. Salut Robin, je suis extrêmement heureux de te retrouver une nouvelle fois sur le LTP. Comment vas-tu ? Salut Nico, eh ben, je vais très bien. Je vais très bien car la saison ski de fond a bien commencé. Alors j'ai toujours pour habitude de dire que le trail c'est le sport le plus stylé de l'univers. Mais le ski de fond est pas si loin. Mais bon, on va continuer à dire que le trail, au moins en trail on peut faire des entorses. Donc partons sur le trail comme étant le sport le plus stylé. Tu peux pas faire d'entorse en ski de fond, parce que moi je suis très très nul en ski de fond, je ne connais pas la discipline. Tu peux pas faire d'entorse, ça. C'est possible en style classique, parce que là tu auras des chaussures un peu moins rigides qui vont un peu moins tenir les chevilles. Donc oui, ça reste techniquement possible de faire des entorses, mais bon, faut quand même y aller, c'est un peu plus complexe, quoi. Bon, je te remercie énormément Robin de revenir sur le LTP parce que tu étais intervenu. Alors attends, je vais retrouver mon épisode en mars 2020, donc ça fait à peu près presque 4 ans, le LTP numéro 16, Robin. T'avais encore la vignette avec la chaussure rouge, t'imagines? Eh oui, mais tout change dans la vie et on a même changé de logo pour les dans le gif. Mars 2020, on devait être en confinement, oui. J'imagine. On devait tous faire un peu du gainage et des élastiques pour se donner bonne conscience. Et puis finalement, on a tous arrêté depuis. Mais ouais, ça a 4 ans, disons que ça date déjà. Ça date, et comme on disait en off juste avant, le milieu du trail a un peu changé. On va en parler en profondeur en s'appuyant sur les genoux d'un gif. Mais avant tout ça, parce qu'on va parler de pas mal de choses, est-ce que tu peux, pour ceux qui habitent dans une grotte ou qui connaissent pas qui est Robin Schmitt, te présenter? Eh ben, tu l'as dit, je m'appelle Robin Schmitt, j'ai quasi 34 ans. Tu vois, il y a 4 ans, c'était mieux, j'étais plus jeune. Je suis passionné de trail depuis un paquet d'années. Et puis, j'ai créé les genoux dans le gif il y a 10 ans, enfin presque 11 ans, là, c'était en 2013. Et puis voilà, l'idée est toujours la même, c'est-à-dire de se marrer, de critiquer en tout cas avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, d'autodérision, certains comportements ou certaines choses qu'on peut voir un petit peu dans le trail, mais voilà, l'idée c'est vraiment de se marrer. Et puis on a créé en 2018 aussi une revue qui s'appelle Point de Côté. Donc on édite depuis 2018 des livres qui parlent de trail évidemment,
avec l'humour des genoux dans le gif, mais aussi parfois des sujets beaucoup plus sérieux, même pas drôles du tout, il faut le dire. Voilà, donc ça occupe bien. C'est pas mal de temps à chercher des petites photos, des petites vidéos, des entorses, bien sûr. Ça fait 5 minutes de podcast, il y a déjà eu 4 fois le mot entorse. Non, ça fait 2 minutes Euh, 40 et il y a eu 4 fois, effectivement 4 ou 5 fois le mot voilà. entorse. Mais on Voilà, part sur les bonnes c'est bases. une véritable obsession. Voilà. Et puis, bah, évidemment, coureur, de Coureur trail, de KV, toi, hein, évidemment. plus principalement. De cours, Plutôt hein, de de trail KV. C'est court. vrai que j'aime bien. Ouais, exactement. J'aime bien les courses courtes. Plus c'est long et moins c'est bon pour moi, ouais, T'aimes clairement. pas trop la randonnée, quoi. J'aime pas trop la rando. C'est-à-dire que marcher, ouais, non, c'est un peu moins mon truc. Mais j'ai évidemment énormément de respect pour les gens qui font des ultras, des courses très très longues. Mais c'est vrai que voilà, d'un point de vue de pur pratiquant, c'est moins ma tasse de thé. Très bien. On voit quand même que depuis cet enregistrement, depuis la création des Joues dans le GIF et tout là, à l'image du trail, de la communauté, de la discipline, tout ça. Bon, là on est en train de devenir, enfin, c'est en train de devenir quelque chose de sérieux les Joues dans le GIF, non? Qu'est-ce que t'en penses? De sérieux, oui, parce que ça fait 10 piges que ça existe, donc on peut dire que c'est un petit peu installé dans l'univers. Après, l'idée, c'est vraiment pas que ça soit sérieux. Euh, on va dire toutes les publications ou autres. Voilà, l'idée, c'est que ça reste une blague, entre Mhm. guillemets, beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Donc, sérieux, parce que T'es tombé bah, dans le piège. forcément, ça. T'es tombé dans le piège, Robin. Ouais, bah Je forcément, voulais ça. dire sérieux dans le sens sérieux, ça compte quoi. C'est quelque chose qui compte. Ah oui, ouais, bah ça compte. Oui, oui, enfin, je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, ça permet. Bah, on voit qu'il y a du monde, enfin que ça intéresse du monde, mais en même temps, il y a de plus en plus de pratiquants aussi. Mhm. Et puis, on va dire le bon indicateur, c'est on a réussi à ramener du monde pour la présidente de l'univers Mhm. au col de la Forclaz en septembre 2023. Donc voilà, on a pu mettre un peu dans le concret et un peu dans la vraie vie, on va dire, une communauté. Et c'est ça qui est important. Après, le nombre d'abonnés, de likes, etc. Ça, c'est que de l'ego, entre guillemets, et ça n'a pas trop d'importance, quoi. Ouais, après il y a des likes qui comptent plus que d'autres, hein. Je suis désolé, sans manque de respect pour tous vos followers, mais je crois que t'as Jim, t'as bon évidemment Kylian, etc. Donc on voit quand même que vous êtes suivis et on vous écoute quel que soit le niveau de pratique et les gens les plus importants entre guillemets de notre discipline, toute niche qu'elle soit, sont à l'écoute des genoux dans le gif quand même. Ouais, après, c'est aussi on est un peu les seuls, entre guillemets, à faire ça. Alors après, on est arrivé un petit peu juste après Mathieu Forichon et Des Bosses et des Bulles. Mhm. Je crois que lui, c'était peut-être en 2012 et nous en 2013, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que finalement, bon, bah, il y a des médias un peu traditionnels, conventionnels, qui prennent, on va dire, le côté information, news, etc. Mais il y a assez peu de médias, entre guillemets, un peu plus décalés. Donc voilà, c'est vrai qu'on est aussi un petit peu les seuls à essayer de raconter des bêtises sur notre sport. Et après, il nous manque quand même l'abonnement de Anton Kuprika, c'est Ah le mince. Saint Anton. Ouais, Aïe, aïe, aïe. c'est un peu le rêve d'une vie. Mhm. Et là, voilà, on pourra presque se retirer du jeu, mais Même avec Anton. les cheveux courts, c'est toujours la même. Alors, ça reste, oui, voilà, c'est vrai que cheveux courts, barbe plus courte, c'est très décevant, il faut Mhm. bien l'avouer. Anton de 2006-2007, quand il gagne Leadville, en se tapant 1000 miles en 5 semaines pour s'entraîner, en dormant dans les chiottes à Leadville juste avant la course parce qu'il y avait un orage. Enfin là, voilà, tu parlais du trail qui est un petit peu différent. Voilà, évidemment, en 2006. Euh, quand il gagne Leadville, on n'est pas du tout dans le même sport. Et voilà, c'est vrai que Anton, c'est le mythe. Il est aussi un petit peu
révélateur d'une époque, avec finalement un entraînement très particulier, etc. Donc on continue de beaucoup l'admirer, même si il fait quasiment que du vélo, de la grimpe et qui s'est coupé les cheveux. Mais bon, ça reste quand même une icône, quoi. On appelle Anton, si tu nous écoutes, je ne pense pas que ce soit le cas, mais si un jour tu nous écoutes, abonne-toi au compte des Genoux dans le GIF. Je pense que tu vas faire des heureux, des heureux. T'en as parlé tout à l'heure, le Courtenay Forclaz Fort Courtenay, pardon. À moins que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, encore une fois, aient habité dans une grotte ou étaient à l'étranger pendant la dernière année là. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous avez essayé de faire avec ce Forclaz Fort Courtenay et qu'est-ce que ça a généré et qu'est-ce que vous en avez tiré et est-ce que tu peux nous faire un petit débrief de cet événement qui, je pense, vous a un peu dépassé peut-être, non? Pas dépassé, mais surpris au moins. Exactement. L'idée, c'était il y avait eu quelques semaines plus tôt le fameux virage Pinot. Donc c'est vrai que ça nous a bien inspiré, il faut le dire. Et puis on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire sur la course de quartier? On a un petit peu réfléchi et puis rapidement, Courtenay qui était en passe de faire un triplé historique en gagnant la même année Western, Hard Rock, UTMB et puis même en gagnant le Grand Raid sur l'année d'avant, sur 2022. Donc un peu les quatre, enfin moi j'estime que c'est un peu les quatre grosses courses, les quatre gros ultras les plus difficiles, enfin pas les difficiles mais les plus médiatiques, on va dire, les plus importants à gagner. Et donc elle était en passe de terminer un peu le jeu. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour encourager Courtenay? Et puis c'est un peu un ensemble de choses. Il y avait eu le virage Pinot et on sentait une effervescence autour de Courtenay. Et puis on a choisi ce spot là, le col de la Forclaz, qui est facilement accessible en voiture, qui est alors on ne voit pas forcément sur les photos, mais en fait on est vraiment dans un champ avec juste à côté la route. C'est un fameux col, en fait c'est un vrai col routier, on va dire, entre la Suisse et la France, même si le col est vraiment côté suisse. Et voilà, on a tout simplement donné rendez-vous aux gens en disant venez le samedi 2 septembre au matin encourager la présidence. Et on avait vraiment mais pas du tout de certitude. Enfin, on disait que des gens allaient venir, mais on ne savait pas du tout combien de personnes allaient venir. T'avais pressenti quand même que il y avait de l'agitation suite à cette annonce ou vous le présagiez quand même ça? Un petit peu, mais moi j'avais surtout la crainte qu'on soit 30 et qu'en fait ça soit ridicule, quoi. Tu vois, pour être honnête, entre ouais je suis chaud, tu vois, le mec te répond sur Instagram, ouais je suis chaud, et puis en fait non il vient pas, tu vois, tant qu'il n'y a pas concrètement des gens sur place, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Quand je dis on, c'est parce que à chaque fois il y a ma femme en fait qui est dans l'aventure aussi, les joues dans le gif. Donc il faut juste pas penser que je parle de moi. Voilà, c'est ça exactement. Qui est juste pour préciser, je ne parle pas de moi à la troisième personne. Et en fait, quand on est arrivé au col de la Forclaz, on avait donné rendez-vous aux gens à 9h. Et en fait, quand on est arrivé à 8h30, on se dit, on va prendre un petit peu de marge, et ça va nous permettre de s'installer, etc. Et en fait, on a peut-être chopé la dernière place. J'étais à moitié garé sur le truc des bus. En plus, en Suisse, je pense que tu mets une roue à côté, tu as 1500 francs d'amende. Et en fait, là, on a compris que ça allait être n'importe quoi. On avait ramené des masques à l'effigie de Courtenay. Tout est parti en 30 secondes. On avait acheté des petits drapeaux américains, pareil. En fait, ça a été une espèce de raz-de-marée. Et après, on a été effectivement un petit peu dépassé par le truc. Alors après, ça reste difficile de dire combien on était. Moi, j'ai l'impression qu'on était à peu près 4 millions. Ma femme, elle me dit quand même un petit peu moins, plus 3,5. Selon les organisateurs ou selon la police, du coup? Selon la police et les syndicats aussi. Les syndicats, eux, partent plus sur 9 milliards, en fait. Mais il y avait quand même du monde. Et pour le coup, on pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Et puis, ouais, c'était vraiment une belle matinée. Forcément, on a pu encourager tous ceux qui sont passés avant. Et puis, Courtenay est passé. Ouais, Courtenay,
passée aux alentours de la 20-25e place, il me semble, un truc comme ça. Elle n'était pas, enfin là on va me tomber dessus, mais elle n'était pas dans un grand jour, il faut le dire. Je pense qu'elle a beaucoup souffert. L'enchaînement était quand même un peu complexe. Et ça nous a permis, voilà, bah c'est bien, ça nous a permis d'encourager pas mal de gens quand même, pas mal de coureurs avant qu'elle passe. Et en fait, quand elle est passée, ça a été l'hystérie totale, enfin n'importe quoi. Et en fait, tous les gens sont partis après de façon quasi immédiate. Le suivant, la personne qui passait juste après, c'était Hugo Ferrari. Et en fait, il était complètement dégoûté parce que il est arrivé quelques minutes après et il restait 20 gugus. À peine dans le champ. Vraiment, tout le monde est parti immédiatement après. Et je crois que je suis passé à ce moment-là en voiture, moi, parce que je rentrais de Champé. Donc merci d'ailleurs hein, pour ces quelques instants de bouchon que vous m'avez fait subir. C'était agréable. Donc je suis passé juste au moment juste après qu'elle soit passée, tu vois. Donc effectivement, il y avait plus grand monde. La première question, c'est vous avez pas été embêté pour être un peu plus sérieux sur l'aspect, comme tu disais tout à l'heure, Suisse, etc., autorisation, tout ça, il n'y a pas eu de retombées négatives, non? Ça a été? Bah, évidemment, on n'avait absolument rien déclaré, etc. Ça, c'est sûr. On avait quand même mis au courant, on avait mis au courant deux personnes, on va dire. On avait mis au courant le directeur, enfin, je sais pas exactement quel titre il a, mais en gros quelqu'un de l'UTMB, un peu qui bosse à la com, simplement pour le prévenir en fait, parce que bon, ça reste quand même un événement privé et d'un coup, voilà, il y a 4 millions de personnes qui arrivent dans un champ pour encourager la présidente. Ça peut être un peu complexe à comprendre. Donc voilà, on l'avait mis au courant. Il était très chaud. Enfin, c'est vrai que ça faisait, il faut pas se mentir, ça faisait quand même plutôt une bonne publicité pour son événement. Et puis bien sûr, on avait prévenu Courtenay pour pas qu'elle ait un effet de surprise total. Et puis même, on avait envie un petit peu de savoir comment elle appréhendait la chose. Si elle nous avait dit oulala, je veux surtout pas ça, vous allez me mettre mal à l'aise, on aurait presque annulé quoi. Mais non, elle était plutôt surprise qu'on jette notre dévolu sur elle. Et en fait, j'ai su qu'elle avait dit à Alexis Berg, je leur prépare une surprise. En fait, je vais me brosser les dents au col La Forclaz. Et en fait, ça a été un tel bordel, il y avait tellement de monde. Et je sais pas si elle s'est dit, il y a trop de monde ou elle a carrément oublié dans le feu de l'action. Mais en tout cas, elle l'a pas fait. Mais théoriquement, elle aurait dû se brosser les dents au col. Imagine l'hystérie si elle l'avait fait, quoi. Ça aurait été magnifique. Ouais, alors là, c'était fini. Donc non, on n'a pas eu de soucis avec l'organisation ou quoi. On a un petit peu, même si on a nettoyé tout ça, etc., on a fait attention à ce que tout le site soit évidemment propre après le passage. On aurait peut-être dû, ça c'est sûr, prévenir en fait, il y a un agriculteur en fait qui est propriétaire du champ. En fait, je le savais pas. Je savais pas que c'était à lui. Et c'est vrai que voilà, je pense qu'il a un petit peu halluciné de voir autant de monde dans son champ, au bord des barrières qui délimitaient aussi un poulailler, etc. Donc il n'y a pas eu de débordement en particulier, mais j'ai bien senti qu'il avait vu ça d'un mauvais œil, même s'il nous a rien dit. Bon, je peux tout à fait comprendre que c'est pas très agréable d'avoir 4 millions de personnes dans son jardin, quoi. Et justement, alors les genoux d'un GIF, c'est quand même un média numérique, on va dire. C'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est bien beau d'avoir je crois que vous approchez la centaine de milliers de followers sur Instagram, sur Facebook et tout. Mais est-ce que ça change quelque chose d'être confronté à vraiment ce succès populaire, alors populaire, toute proportion gardée, mais c'est quand même, ça a dû vous mettre une sacrée gifle et vous dire, putain, mais en fait, ouais, on compte quand même, parce qu'on arrive à déplacer des foules, même physiquement, quoi. Ça vous était jamais arrivé, du coup? Oui, c'est vrai que c'était la première fois. On avait fait quelques petits événements, entre guillemets, pour justement faire des dédicaces pour nos livres. Mais là, c'était on va dire, le premier événement un peu de grande ampleur. Après, comment dire, c'était quelque chose de relativement facile à organiser. On a simplement donné rendez-vous à des gens, à un lieu et une heure. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, par exemple, d'organiser une course ou voilà, on a des envies un peu comme ça, mais c'est là on se confronte à vraiment autre chose. Là, on avait simplement donné rendez-vous à des gens, et c'est vrai que ouais, on a été un petit peu dépassé. Alors après, moi personnellement, et c'est
pareil, voire même pire pour Marion. En fait, on n'est pas du tout fan de se mettre en avant. Mhm. Tu vois, là, c'est filmé. Je suis déjà pas très à l'aise, tu vois. Donc, c'est pas, comment dire, voilà, on se dit pas, ouah, on a vu, on s'est fait, enfin voilà, on a été vu, etc. Au contraire, moi, j'étais caché dans un déguisement, j'étais caché en brosse à dents. Ça, c'est, En brosse à dents, voilà. exact. J'avais un pote à moi qui était déguisé en dentifrice. Donc voilà, c'était. Mais ouais, ouais, c'est vraiment sympa de se dire il y a ce levier pour passer un très bon moment. Et je pense que globalement, je dirais, à part peut-être l'agriculteur et deux, trois grincheux sur Internet, je crois qu'on s'est bien marré, quoi. Franchement, c'était vraiment sympa, quoi. En tout cas, bravo. Et je pense que ça doit faire bizarre hein, de concrétiser un petit peu votre popularité. Je pense que ça doit être sympa. Ça doit être sympa, je trouve. Je pense. Euh, pour en revenir sur le point de côté, donc on est au numéro 5. Moi, je les ai tous eus. Hein. Donc, je les ai tous précommandés, tous lus. C'est un véritable régal. On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Encore une fois, si vous voulez vraiment les détails sur comment c'est fait, etc., comment est réalisé point de côté, pourquoi, comment, n'hésitez pas à aller voir l'épisode numéro 16 du LTP. Mais malgré tout, pour ceux qui sont un peu flemmards quand même, est-ce que tu peux raconter assez brièvement l'histoire de la création de Point de Côté et globalement un petit peu comment ça fonctionne dans les grandes lignes? Oui, bah en fait c'était de nouveau, tu vois, comme quoi la course de quartier, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure si on aborde le sujet Kylian, Zach et Chamonix. Et c'est vrai qu'on est tous un peu, enfin moi le premier à la fois, pas trop aimé l'événement, mais quand même c'est vachement bien. Enfin on a tous une relation, enfin on est beaucoup à avoir une relation un peu schizophrène. Mhm. Et c'est vrai, bah voilà, tu vois, de nouveau l'UTMB 2017, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Guillaume, qui est journaliste de formation, éditeur, et puis Guillaume aussi bon, Desmurs, hein. plein de... Voilà, exactement, qui a plein de cordes à son arc. Et on discute comme ça, on se revoit à Annecy, et puis bon voilà, on se dit, bah tiens, toi, t'es journaliste, moi je suis un petit peu passionné, geek, on va dire, du trail. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? Et c'est vrai que moi, j'avais toujours eu envie de faire un bouquin. Et c'est lui qui dit, ah, on peut faire une revue annuelle. Et puis ben voilà, c'est parti comme ça, avec un ton à la fois de la déconne, on va dire sur à peu près la moitié de la revue. C'est une revue qui fait presque 200 pages. Donc à peu près voilà, on va dire presque une centaine de pages où c'est de la déconne, et puis la moitié, l'autre moitié où là on aborde des sujets un petit peu plus sérieux, un petit peu plus graves, le dopage, je sais pas, les troubles du comportement alimentaire, des choses comme ça, des sujets un peu tabous aussi parfois, avec enfin, on essaye en tout cas d'avoir une maquette la plus propre possible, des belles photos. Ben, je parlais d'Alexis Berg, il est grandement contributeur, on va dire, de la revue. On s'appuie sur beaucoup de ses photos, beaucoup d'illustrations, etc. Donc on met ça, on mélange un petit peu tout ça, et puis bah voilà, ça fait une revue annuelle sans publicité. Voilà, comme tu l'as dit, ça marche sous forme de précommande, donc c'est vraiment les lecteurs à 100% qui financent la revue. Le jour où il n'y a plus de lecteurs, bah, tout s'arrête parce que pour nous voilà, c'est dans notre manifesto, on va dire, de ne compter que sur nos lecteurs et qu'il n'y ait pas du tout d'annonceurs, de publicité, etc. Mhm. Et puis voilà, bah c'est une par an. On peut se dire, mais qu'est-ce qui branle une par an, il pourrait en faire un peu plus. Mais en fait, c'est quand même du Ah boulot. bah oui, c'est clair. Hein. C'est quand même pas mal de boulot pour aller un peu en profondeur des choses. Il y a des articles qui vont jusqu'à 20 pages. Donc voilà, c'est des sujets, parfois un peu d'investigation, encore plus quand il faut appeler les Américains, où là, bah, il faut un petit peu se concentrer pour comprendre ce qu'ils disent. Voilà, donc voilà, c'est un projet le premier numéro date de 2018. Et puis voilà, l'aventure continue. Sur le point de vue de la précommande et du lancement, alors d'après ce que j'ai compris, hein, encore une fois ce qu'on avait dit lors du précédent épisode, c'est vraiment c'est un format précommande, donc vous lancez les précommandes, les personnes achètent le livre à l'avance, et puis vous pouvez lancer la première production, et puis vous livrez les personnes qui ont précommandé, et ensuite vous les rééditez pour alors, les vendre un peu de manière générale, d'après ce que je comprends, c'est un peu ça l'idée?
Oui, c'est ça, effectivement. On fonctionne sous forme de précommande, simplement très, très concrètement pour avoir une trésorerie suffisante pour pouvoir payer tout le monde, Mhm. l'imprimeur, le graphiste, les photographes, etc. Et puis effectivement, les personnes qui précommandent ont l'avantage entre guillemets de recevoir un petit peu avant que la revue soit officiellement disponible d'un point de vue général, on va dire, voilà. Et à partir de là, tous les numéros sont disponibles. Il est possible de commander même une fois la période de précommande terminée. Mais voilà, nous, ça nous permet un peu de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Et puis, vu qu'on ne compte que sur nos lecteurs, voilà, on a besoin quand même des lecteurs pour que la revue puisse voir le jour, quoi. Et là aujourd'hui, on en est où sur les... J'imagine que la demande des précommandes n'est pas la même qu'il y a 5 numéros. Ça a vraiment explosé les précommandes. J'imagine que ça va vite là. Ouais, ça, bien sûr, hein, ça, il y a de plus en plus de pratiquants, donc potentiellement de plus en plus de gens qui suivent les journaux de GIF, donc de plus en plus de gens qui sont susceptibles de précommander. Donc, Bon après, c'est vrai. si vous faisiez les points de côté qui étaient nuls, personne essayerait de le commander. Peut-être, les gens se feraient avoir une fois et puis Pas deux. l'année d'après, ils diraient qu'est-ce que c'est que ce torchon. Et puis il y a aussi, voilà, peut-être ce qui plaît, c'est le fait qu'il y ait des articles très différents. Mhm. Il y a des articles vraiment où c'est vraiment comment apprendre à, je sais pas, voilà, comment apprendre à se faire une belle entorse, hein, encore une fois. Il y a des articles voilà très différents et puis des articles beaucoup plus graves, sérieux, Mhm. avec des styles aussi différents. On essaye de, bien sûr, on écrit des articles, mais on en confie certains à c'est presque des amis entre guillemets, voilà, pour qu'ils apportent un peu leur touche, leur style, etc. Parce que si toute la revue c'est pipi, caca, gym, machin, je pense que ça va vite lasser les gens. Donc il y a aussi une diversité dans les styles, dans les illustrations, etc. Ah, effectivement, là, en ce qui concerne la diversité, je vais lister quelques sujets abordés, le dopage, la compression blanche, l'entorse, les œuvres d'art en lien avec le trail, les bénévoles. Il y a tout un tas de sujets, comme on le disait tout à l'heure, vraiment divers et variés, sérieux, pas sérieux, pipi caca, vomi aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Mais non, c'est clair que la particularité de cette revue annuelle, c'est vraiment d'aller tout azimut un petit peu. Et on sent vraiment, et ça change pas d'année en année, que vous êtes vraiment indépendant sur la manière dont vous voulez traiter les sujets, sur l'ordre dans lequel vous voulez le faire, sur l'approche. Cette indépendance-là, elle est vraiment, alors j'ai enfoncé une porte ouverte, hein, mais c'est vraiment lié au fait que vous êtes dépendant de personne et que vous faites ce que vous avez envie, en fait. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est valable aussi avec les genoux dans le gif. On reçoit assez régulièrement des propositions de partenariat, de marques, de courses, etc. Et c'est sympa de penser à nous, mais on les refuse toutes et on les refusera toujours parce que c'est un petit peu notre point de vue, enfin en tout cas notre ligne éditoriale, c'est d'essayer d'être enfin pas d'essayer, ouais, d'être le plus indépendant possible. Et puis voilà, comment dire, ça se voit aussi dans la revue peut-être avec bah, enfin, des sujets qui peut-être qu'on ne pourrait pas traiter si on avait des annonceurs, etc. Parce que parfois on appuie un petit peu là où ça fait mal et puis on aborde des sujets. Moi j'aime bien parler de dopage en fait parce que je trouve que globalement, on n'en parle pas assez dans le trail, alors que malheureusement, le dopage est présent et à tous les niveaux. Mhm. Que ça soit le vainqueur de Sierre-Zinal, des top 10 sur des grosses courses ou carrément les derniers des courses de village, on va dire, où finalement chacun est susceptible à un moment de s'auto-médicamenter, de prendre des trucs, etc. Donc, moi, je trouve que c'est un sujet, par exemple, intéressant. Et c'est vrai que, voilà, c'est pas toujours typiquement là dans le point de côté numéro 5, on a fait un article sur Odile Baudrier, donc qui est considérée comme une lanceuse d'alerte à propos du dopage, qui est aussi co-organisatrice des Templiers. Et c'est vrai que, voilà, disons que on aborde un sujet qui ne plaît pas forcément à tout le monde, quoi. C'est clair. C'est clair. Effectivement, c'est un des articles qui m'a marqué, qui m'a intéressé, parce qu'effectivement, moi, Audi, je l'ai reçu dans un épisode du podcast dans lequel on parlait du dopage. Euh,
Est-ce que tu as l'impression, par cette revue annuelle, d'avoir un rôle dans la communauté? Je sais pas trop. Une influence, un espèce euh, de, comment dire? Est-ce que ça a un sens pour toi aussi de faire rire, de déconner, mais aussi de faire réfléchir sur des sujets aussi profonds, aussi graves que le dopage? Ouais, après, comment dire, on fait pas ces articles pour dire ouais, on va avoir une influence ou quoi. Mhm, On fait ces articles parce que l'histoire nous intéresse. mhm, Tu vois, on avait fait par exemple dans le point de côté 4 un article sur le record du monde officiel parce que le officieux c'est Rémi Bonnet qui l'a sur kilomètre vertical, mais le officiel donc de Philippe Gotch qui est un Italien comme son nom l'indique a fui. Bah voilà, c'est quelqu'un d'assez borderline, on va dire, qui traîne deux, trois casseroles. Et tu vois, quand on décide d'aller interviewer Philippe, bah, finalement, c'est parce que l'histoire nous intéresse, nous plaît. C'est presque une histoire que j'aimerais pouvoir lire. Donc, bah, finalement, vu qu'elle n'existe pas, on décide un peu, voilà, de lui donner la parole. mhm. Mais comment dire, on n'imagine pas les sujets ou même les jeux de gif en disant ouais, on a de l'influence ou quoi. Enfin, j'estime qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'influence, en particulier bah, Kylian, Mhm. qui je trouve a vraiment pris ce virage et il l'a un petit peu annoncé, justement un petit peu dit en disant bah il s'est rendu compte qu'il avait de l'influence et il a accepté d'endosser ce rôle. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas, ces prises de position, je pense qu'on on en reparlera, plaisent ou plaisent pas, mais en tout cas, voilà, je pense que sa communauté et puis son rayonnement est bien plus important Mhm. que ce qu'on peut écrire dans Point de côté ou les journaux de GIF. Donc, je me considère pas ou je nous considère pas comme étant des influenceurs, surtout que c'est quand même beaucoup de rigolade, tu vois. Certes, on aborde des sujets sérieux dans Point de côté, mais c'est quasiment jamais le cas sur les journaux de GIF, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, on voit quand même que c'est un sujet qui est le dopage, hein, que ce soit le dopage de performance ou le dopage lié à la prise d'anti-inflammatoires notamment, etc. C'est des sujets qui sont quand même assez abordés, alors de plus en plus. En même temps, c'était pas compliqué, on n'en parlait jamais avant. Aujourd'hui dans les podcasts. Et là, j'ai même vu un article dans Le Monde apparaître récemment, donc on voit quand même que voilà, ils ont ressorti une étude qui a été faite sur l'UTMB 2017 qui prouve que bah, la très grande majorité des trailers, ultra trailers sur l'UTMB sont ou sous cortisone ou sous anti-inflammatoires ou s'automédicamentent, et on voit qu'on n'en est pas encore à la pratique saine qu'on désire, quoi. Exactement, ouais, ouais, tout à fait. C'est d'ailleurs assez flippant, là, tous ces chiffres. Mhm. Ouais, ça montre à quel point on est loin de la discipline que tout le monde imagine et dont tout le monde rêve. Pour parler d'un deuxième article que je souhaitais évoquer avec toi, c'est le fameux geste technique de l'entorse. On sait que c'est une véritable obsession pour vous, l'entorse. Alors moi, c'est terrible pour moi parce que on a vu une œuvre d'art apparaître là hein, sur la CCC avec Peter Engdahl et cette magnifique entorse avec jambe à 90 degrés prise sur le vif en photo. Est-ce que tu penses que cette entorse de Peter est une des plus belles, un des plus beaux clichés de l'histoire du trail? Ah bah, absolument, parce que là, tu parles quand même à un fan Un absolu spécialiste? de l'entorse. Un spécialiste, à titre personnel, je suis spécialiste. Et c'est vrai, On est deux. uniquement de la cheville gauche. Ouais. Voilà, chacun a ses préférences, hein. Il faut choisir gauche, droite, ça peut être les deux. J'ai Si on d'ailleurs est un joueur? ami. Oui, voilà, mais alors pour la petite anecdote, et là ça va en faire grimacer certains, j'ai un pote qui, à l'échauffement d'un KV, donc on parle quand même d'un rythme relativement cool, à l'échauffement d'un KV, se fait une entorse, fait le fameux saut d'allègement, tu sais, pour pouvoir en fait guérir en l'air Ah en fait putain! l'entorse. Et en fait, dans la réception, se plie l'autre cheville. Absolument fabuleux. Et je pense que je peux dire qui c'est. C'est le cinquième des Templiers 2023, Robin Juillaguet, qui pour le coup a eu les chevilles plutôt solides aux Templiers. Il a fini d'ailleurs au sprint contre Andreas Reiterer. Ça avait donné lieu à un finish absolument incroyable. Et donc voilà, Robin Juillaguet s'est tordu les deux chevilles dans l'espace de quelques secondes à l'échauffement d'un KV. Donc ça, c'est Magnifique. magnifique. Est-ce que Après, c'est... Ouais. malheureusement, ça n'a pas été photographié. Ah Voilà, mince. ça c'est Ce toujours le serait, souci.
C'est que ça me fait, voilà, il pourra toujours raconter cette histoire à ses petits-enfants. Malheureusement, il n'y a pas de Il n'y a pas de preuves. preuve. Ça, c'est Alors que terrible. Peter Handel, c'est dommage. C'est vrai que si c'est pas filmé, photographié, c'est dommage. Alors que Peter Handel, lui, c'est absolument fabuleux. Et il faut quand même, juste pour la petite anecdote, parce que bon, la photo, je pense elle a clairement fait le tour du monde. Mais en fait, on a demandé à Peter s'il avait eu mal. Et en fait, il a dit, mais je m'en souviens même pas, en fait. C'est quand même incroyable. Le mec se plie la cheville, si tu veux, le commun des mortels finit héliporté à l'hôpital de Salanches. Le gars Il a n'a même rien pas fait senti, en fait. ouille. Il a même pas fait. Non, non, non. Et il nous a dit, je ne m'en souviens même pas, en fait. Incroyable. Donc ça ajoute Donc, encore plus à la beauté du geste. à la légende, ouais. À la Et puis légende. bon, il fait une course qui est, pour le coup, qui était Il, assez incroyable, il quoi. nous a Ouais. fait quand même une entorse et cette photo, c'est un peu le style Federer, quoi. C'est le gars Ouais. le Federer, c'est quand même le seul mec qui finit un match de tennis plus propre que quand il a commencé. On peut dire que Peter, c'est un peu le Federer de l'entorse de cheville en trail. C'est absolument parfait, il y a rien qui dépasse. La cheville est Ouais, à l'angle droit et il a même pas mal, donc c'est juste un geste technique c'est ça. maradonesque. Est-ce qu'on peut dire que si on considère que l'entorse est un geste technique à part entière dans le trail, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucun geste technique à proprement parler dans le trail? Ça, c'est une vraie Ouais, question. C'est une vraie question qui pique, ça. ouais. Ah on est quand même sur un sport quand même assez basique, hein. C'est-à-dire que c'est d'abord jambe gauche, puis la droite, puis la gauche, puis la droite, quoi. De temps en temps, il y a deux fois le même appui Le quand ça re- peut être très très Mhm, technique, mhm. ou alors en cas de chute. Mais globalement, c'est un peu un coup sur deux, à des vitesses quand même, il faut le dire, pas toujours incroyables. Globalement, on n'est pas sur un sport très spectaculaire d'un point de vue technique, On n'est quoi. pas sur du triple loops, quoi. On n'est pas sur les triple sauts, on n'est pas sur la descente de Kitzbühel. Non, là, on n'est plus sur du 4 km/h pour terminer un ultra, quoi. Donc, c'est toute la beauté d'ailleurs de ce sport. Je trouve que c'est absolument incroyable. C'est particulièrement l'ultra, où finalement les vitesses sont extrêmement faibles. On va marcher toutes les montées, voire à un moment tout le temps. Donc, et on adore ça, quoi. Alors que ce sport, si tu prends vraiment des séquences sur le sport, enfin sur une course, c'est dégueulasse. C'est vraiment, on est vraiment sur sur une technique vraiment particulière, quoi. Donc, Je cite toujours l'exemple qui me revient à chaque fois en mémoire, c'est un Landman Brain avec des potes. J'ai regardé un UTMB live, c'était il y a pas si longtemps que ça. Et mon pote me regarde et il me dit, non mais t'es vraiment en train de me dire que t'es en train de regarder des mecs marcher. Et là ça m'a sauté à la gueule en fait. Je me suis dit, non mais en fait il a raison quoi. C'est pathétique. C'est pas... sachant que je pense si tu regardais UTMB live, le focus était quand même certainement fait sur la tête de course Oui. et Et pas là sur le 500e. ça allait déjà très Ouais. vite. Et voilà. Donc, je veux dire, imagine l'avant-dernier, quoi. Ouais, non, c'est clair, quel sport absolument incroyable, quoi. C'est terrible. Et puis alors un autre sujet qui est important pour vous, hein, qui est un peu votre Madeleine de Proust, un peu à l'image de l'attaque talon, etc. C'est la compression blanche. Vous êtes allé dans le point de côté numéro 5, je veux pas trop spoiler, tu m'arrêtes si je vais un peu loin dans les détails, mais vous êtes allé même jusqu'à retrouver le créateur de l'Exo, cette fameuse compression blanche à nid d'abeille, à SN abeille. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment? D'ailleurs, la question c'est quand vous allez retrouver des gens comme ça pour faire des interviews, c'est toi qui vas, vous faites ça à distance, vous allez sur place, comment ça se passe? On essaye le plus possible de se rendre sur place, de se déplacer. Mhm. Après, quand c'est les Américains, c'est plus compliqué. On va peut-être pas faire un pari, un Paris Denver pour aller juste tendre un micro à Kuprika ou autre. Mais oui, globalement, on essaie de se déplacer. C'est toujours intéressant aussi de un peu ressentir le truc, passer du temps avec la personne. Et c'est vrai que voilà, pour la compression blanche, on se disait que l'article était quand même tellement important que il était vraiment décisif de rencontrer Serge Chapuis, donc qui est un ancien
chez, je sais pas si on peut citer la marque, mais je pense que tu peux. Voilà, de chez Salomon, parce que je pense que globalement, voilà, les gens commencent un petit peu à voir à quoi ressemble la compression blanche, c'est-à-dire vraiment une compression blanche, donc ce qui donne en fait un mélange complètement ignoble. La compression déjà, bon, après ça se discute, mais il faut aimer. Quand c'est blanc et qu'il y a une sorte de petit exo, un nid d'abeille, Thomas Laure Blanchet l'a dit, parce qu'on l'a interviewé aussi pour cet article. Il a dit, ma première réaction a été, c'est moche. Malheureusement, il était athlète de la marque à l'époque. Donc il n'a pas pu le dire très fort, mais il a dit quand même. Et il a dû carrément le porter, mais c'est vrai que c'était une dégaine parce que c'était compressé au niveau des cuisses. Au niveau du t-shirt, c'était compressé. Et ils avaient aussi les manchons pour les mollets. Et c'est vrai que l'image que tout le monde retient, c'est la Western States 2010, avec le match, on va dire un peu États-Unis-Europe, en tout cas États-Unis versus Kilian. Les Américains extrêmement légers, etc. Minimaliste. Kuprika a dû mettre un short simplement pour ne pas faire un attentat à la pudeur. Mais sinon, il était entièrement dénudé, évidemment. Et Kilian était tout en compression blanche. Et c'est vrai que c'est presque un choc des cultures, quoi. Et voilà, on a voulu en savoir un petit peu plus sur cette fameuse compression blanche qui, du point de vue du créateur, avait du sens. Même scientifique, c'est a priori. Ouais. Alors, je crois, pour être tout à fait honnête, je crois qu'il y a pas une étude qui a vraiment fait remarquer qu'il y avait des avantages à emporter. Mais en tout cas, eux avaient le sentiment que ça pouvait peut-être effectivement limiter un petit peu la fatigue musculaire, des choses comme ça. Et puis on en parle plus de 10 ans après, donc quelque part ils ont réussi leur coup aussi, quoi. Et le pire, c'est que ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'ils en ont vendu après, quoi. Mais c'est ça le pire, ouais. C'est ça le pire, c'est qu'on peut se dire c'est juste une blague, tu sais, un 1er avril, et en fait pas du tout. C'est-à-dire qu'à un moment il y a une production qui a été en route, il y a des commerciaux qui ont été dans des magasins. Tu vois, c'est l'espèce de blague en fait que tu n'arrives plus à arrêter, quoi. Et juste carrément en c'est vendre. C'est une espèce de Forclaz Fort Courtenay, mais du textile. C'est ça, tu sais, c'est un moment, on était juste là pour rigoler, puis en fait le truc te dépasse complètement, quoi. Mais non, la compression blanche, c'est magnifique. D'ailleurs, je lance un appel, s'il y a des coureurs ou des coureuses qui ont la panoplie complète, s'ils peuvent nous envoyer une photo via les Joues dans le GIF, portée ou non portée, ça serait absolument fabuleux parce que c'est quasiment une pièce de collection maintenant. C'est la R5, c'est la R5 du trail. Oui, c'est ça. Mais c'est une sorte de mystère quand même, cette compression, et qui reviendra peut-être, c'est ça qui est terrible, quoi. Comme toutes les modes, ça revient, quoi. Je lance un appel à toutes les auditrices et tous les auditeurs du podcast. Si vous voyez aujourd'hui, en 2024, on va dire, et dans les années à venir, un trailer ou une traileuse en compression blanche, n'hésitez pas à nous partager vos photos, vos clichés à letstrail08@gmail.com, et je me ferai une joie de repartager ça à toute l'équipe des Genoux dans le GIF. En tout cas, c'est passionnant de revenir comme ça, Robin, sur l'histoire de notre sport, même si c'est parfois on a parfois du mal encore à en parler, douloureux. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur la compression blanche, Robin, avant de passer au sujet suivant? C'est vrai que ça reste aussi un petit peu le témoin d'une époque. 2010, c'est la première année où on va dire les Européens, même s'il y avait eu avant des Vincent Delbar, des Corinne Fabre, etc., qui avaient été se frotter à la Western States, et d'autres, j'en oublie certainement. Mais disons, là, ça a vraiment été Kilian qui avait gagné 2 fois l'UTMB déjà en 2008-2009, qui va se frotter aux États-Unis, aux Américains sur leur terrain, c'est-à-dire des trails, en tout cas là, si on parle de la Western, un trail vraiment roulant, où il faut vraiment courir, où ça se gagne en moins de 16 heures. Donc t'imagines, plus de 10 km/h de moyenne pour gagner un ultra, c'est quand même pas du tout la même chose, que ça soit l'UTMB, au Grand Raid ou autre. Donc c'était, moi je sais que je parle souvent de cette époque parce que il y a vraiment eu ce match et cette rencontre entre des coureurs vraiment différents, avec des façons de s'entraîner très différentes,
Kylian qui venait aussi du ski alpinisme, etc. Donc c'est intéressant, ça a été un peu la rencontre entre deux mondes. L'Europe qui avait ses courses depuis un paquet d'années, tu vois, les Templiers, ça fait quand même un paquet d'années que ça existe, par exemple, pour ne citer que. Et de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait la Western, la Hard Rock, toutes ces courses Leadville aussi, toutes ces courses mythiques. Et il avait fallu, voilà, un moment, une rencontre, et puis ensuite, les Américains sont venus à l'UTMB, et puis après, voilà, ça a été, on va dire, un mélange de deux cultures, mais je trouve que cette période est vraiment aussi intéressante pour ça, quoi. C'est clair. J'aimerais parler d'un autre article aussi, un autre sujet que vous avez. Vous aimez bien parler des bénévoles quand même. C'est quand même intéressant, hein, les bénévoles. Et vous avez essayé de les classifier en plusieurs catégories. Le bénévole menteur, le bénévole déguisé, la bénévole gâteau, le bénévole militaire, la bénévole radine, le bénévole homme orchestre. Donc vous avez tout un tas de descriptions de bénévoles. Est-ce que tu peux nous parler, nous dire pourquoi vous avez souhaité mettre en avant ces différents types de bénévoles? Est-ce que tu penses qu'il y a uniquement ces catégories-là ou il en existe plein d'autres? Il en existe évidemment plein d'autres, mais c'est vrai que on va dire le trait d'union entre tous les bénévoles, c'est souvent du mensonge. C'est souvent, non, c'est souvent une méconnaissance. Alors, on va me tomber dessus. Du sport. Voilà, on va me tomber dessus, machin. Non, mais je trouve souvent une méconnaissance du parcours, en fait. Et c'est vrai que tu es un ravito. Tu demandes combien de kilomètres il te reste, s'il te reste de la montée, de la descente, machin. T'as autant de réponses que de bénévoles. Moi, l'année dernière, je faisais un 21 km en duo, d'ailleurs avec mon pote qui était déguisé en tube de dentifrice. Il était déguisé en tube de dentifrice sur la course? Alors non, que à la Forclaz. Mais non, là on l'avait joué quand même un peu sérieux, quoi. Tu vois, là ça rigolait pas. C'est le duo étoilé, c'est ça? Alors c'était un autre duo. C'était un autre duo à Metz, dans mes terres natales. D'accord. Et en fait, voilà, il y a simplement un bénévole qui nous a envoyé sur le parcours du 42, quoi. Donc il y a souvent une méconnaissance de la part des bénévoles du parcours. Évidemment, je dis ça en rigolant. Globalement, je trouve que c'est absolument incroyable tout ce tissu de bénévoles qui peut exister, des gens qui donnent de leur temps pour des grosses courses, pour des petites courses, qui vont se retrouver dans des plans complètement incroyables. Enfin, j'ai des souvenirs. J'avais fait le pacing pour un pote là, à l'Échappée Belle. Était en plein milieu de la montagne, en pleine nuit, et en fait, il y a quelqu'un qui t'attend avec une lampe. Si la lampe elle tombe en panne, le mec est mort en fait, quoi, concrètement, parce qu'il est dans Beldon, donc c'est un peu dangereux. Et voilà, et il y a des gens qui sont en plein milieu de la montagne, musique à fond, ouais, comment ça va et tout. Souvent, ils sont un peu sous ecstasy, j'ai remarqué les bénévoles, pour tenir forcément. C'est un peu comme la nuit, quoi, tu vois, enfin comme le monde de la nuit. Donc ouais, je suis assez fasciné par ce côté donner de son temps. Je crois que le principe du bénévolat, c'est que les gens sont pas payés, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est dans le mot, ouais. Voilà. Donc non, je trouve que c'est vraiment sympa et en fait c'est indispensable. Sans bénévoles, qu'on parle de l'UTMB ou de la toute petite course juste à côté de chez soi où il y a 50 personnes au départ, il faut des bénévoles pour aiguiller, faire le ravitaillement, etc. Donc c'est pour moi indispensable en fait et il y a souvent, voilà, ça donne lieu. Je dis ça évidemment en rigolant, mais à des scènes où ils nous envoient dans les mauvaises directions, mais aussi à des moments, enfin voilà, c'est des moments magiques en fait quand tu te fais remonter le moral en pleine nuit, etc. Je trouve que c'est pour ça qu'on les aime. C'est pour ça qu'on les aime. Ouais, c'est ça. Et puis t'as les bénévoles, on va dire, tu vois, qui sont sur le parcours, mais t'as aussi les bénévoles, les kinés, souvent, tu vois, qui viennent d'école, de kinés, qui sont encore un peu étudiants ou quoi, et qui viennent masser des jambes absolument répugnantes, ou des podologues, tu sais, qui de plus en plus épilés, donc ça va. Ah, ça c'est vrai. Ça c'est un avantage pour les kinés. Ouais, c'est pas mal. Je pense que, en plus, peut-être qu'on
contredira, mais je crois que ça facilite quand même un peu le boulot en termes de massage, évidemment. en termes de pose de strap, etc. Un avantage pour eux. Voilà. Non, je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable, donc pourvu que ça dure, quoi. Et puis, vous avez osé enfin pas osé, mais vous avez un sujet aussi qui est intéressant, c'est que vous avez pris les œuvres d'art de peinture les plus iconiques, on va dire, et vous les avez mis dans un contexte de travail. Je vous laisserai aller regarder ça dans le point de côté pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est absolument succulent. J'adore cette. Pour conclure sur un peu la diversité des sujets dans le point de côté, c'est vraiment ça qui est vraiment chouette. C'est de l'artistique, de la déconnade, du sérieux. Donc c'est vraiment un truc où on s'ennuie pas. C'est pas du tout lourd à lire. Franchement, vous faites du super boulot et chouette que vous vous continuez à vous éclater comme ça. Vous êtes combien là dans vos... Parce que j'imagine que vous avez des réunions un peu en début de saison là pour lancer un petit peu l'offensive. Là, vous êtes combien dans ces réunions-là? Vous êtes 3 avec Guillaume et Marion ou vous êtes plus? Ouais, c'est ça, exactement. On bosse aussi beaucoup maintenant, enfin, on s'appuie beaucoup aussi sur notre graphiste Matt George, qui lui qui habite pas à Annecy, mais qui habite dans le sud, mais voilà, c'est assez facile de se voir quand même pour discuter un peu, bah, voilà, de l'orientation des sujets, d'abord du choix des sujets, de quelle manière on va les traiter, de quelle manière on va les illustrer, etc. Donc voilà, effectivement, alors on enregistre, au moment où on enregistre, on est un peu dans la période où on commence à réfléchir un peu au sujet, un petit peu ça c'est bien, c'est pas bien, etc. Et sachant que la grande majorité des sujets sont intemporels, on ne traite pas du tout de l'actualité directe, quoi. Donc la limite, ce qui s'est passé l'année dernière, éventuellement, ça nous met une petite puce à l'oreille, mais en tout cas, voilà, on va pas faire un focus sur une course parce que c'était, tu vois, on va pas faire un focus sur je sais pas, les Templiers ou autres, ça nous intéresse pas forcément de faire ça. Mais voilà, ouais, effectivement, là, on est un peu dans la phase brainstorming. L'idée, c'est quoi? C'est que, point de côté, on puisse le regarder, le numéro 1, on puisse le regarder 10 ans après et que ça n'ait pas pris une ride? Ouais, alors après, si on lit le point de côté 1, il a pris une ride quand même? Non, mais je pense que la discipline est quand même en train de changer de plus en plus. Je trouve que ça c'est vraiment, je dirais que c'est vraiment accéléré après le Covid. Ça s'est aussi beaucoup accéléré parce que pour moi, à mon sens, il y a un peu deux acteurs principaux je vais pas dire qui font tourner le trail, mais qui sont un petit peu des accélérateurs de changement. Je pense que Kylian en fait partie, vraiment. Kylian et son ancien partenaire, là, avec son nouveau, enfin, tu vois, je trouve que il donne quand même aussi, bah, en fait, il attrape la lumière hein, quelque part. Donc finalement, tu vois, s'il fait un Zegama ou pas un Zegama, Sierzinal, etc., ça va mettre la lumière sur les courses et aussi peut-être sur une façon de courir. Enfin, je trouve qu'il a vraiment, vraiment maintenant une influence qui est vraiment importante dans le trail. Et puis bah aussi l'UTMB hein, de manière assez implacable. En plus avec leur nouveau, je peux pas dire partenaire, mais tu vois le fait qu'ils se soient associés avec Ironman, etc. Je trouve qu'on rentre dans d'autres dimensions. Alors là, c'est vraiment si on regarde au sens très large, évidemment, il sera toujours possible, et tant mieux, d'aller juste courir sa course le dimanche en s'inscrivant sur place. Et d'ailleurs, moi, je ne fais que ce genre de course, quoi. Mais ça devient de plus en plus compliqué pour nous dans le sud-est quand même. Hein. Je pense qu'il y a plus de s'inscrire le matin même, c'est plus possible chez nous. D'accord. Ok, mais il reste quand même des petites épreuves. Il reste des petites épreuves, mais le fait de pouvoir s'inscrire le jour même, c'est plus envisageable aujourd'hui. Toutes les épreuves sont remplies à l'avance. Même les petites épreuves de 300 personnes, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais. Après, je pense que pour les organisateurs, c'est quand même, d'un point de vue logistique, ça reste quand même plus pratique. Ouais. Plus pratique quand même de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Mais non, mais tu vois, je veux dire, il reste possible simplement de courir et ils s'en fichent en fait de l'UTMB, mais quand même ils prennent une place très importante pour les athlètes élites, pour les calendriers, enfin dans les calendriers, etc. Donc qu'on le veuille ou non, ça reste
un acteur incontournable, et c'est Incontournable. justement un peu aussi la contestation. En tout cas, les choses commencent un petit peu à bouger aussi pour que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une sorte de monopole de l'UTMB sur les grosses courses, quoi. On va en parler juste après de cette comment dire, euh, place qu'ont pris Kylian, l'UTMB, tout ça. D'ailleurs, c'est rigolo de voir ils sont en opposition aujourd'hui un peu, beaucoup. On va en parler juste après. Ce qui est intéressant et ce qu'on disait tout à l'heure dans le point de côté, c'est vraiment cette capacité aussi à soulever des questions, à parler des sujets qui fâchent, etc. Mais alors là, je te l'ai dit un petit peu en off. Il y a un article qui a, alors comment vous appelez ça, un article ou un sujet, je sais pas comment on peut l'appeler. Ouais, on a un article, oui, oui. Un article qui a été écrit par Franck Audou dans le point de côté numéro 5 à la page 169 qui s'appelle Clasher dans la soupe et qui est un constat un peu comment dire négatif, clairement, très négatif de l'évolution de notre discipline, de notre milieu sur les quelques dernières années. Moi, ça m'a fait, comme je te le disais en off, pour les fans de rap et notamment du groupe du meilleur groupe de l'histoire de rap français qui s'appelle IAM, ça m'a fait un peu l'impression d'écouter, ça m'a donné l'impression d'écouter Demain c'est loin d'IAM, où en fait Franck met en avant les changements qui ont eu lieu récemment dans notre discipline, l'évolution pas toujours positive, hein, c'est clair que loin s'en faut. Et surtout après le Covid, il y a eu une accélération de tout, on l'a vu très clairement. Je vais lister un petit peu tout ce qui est. On va parler un petit peu déjà de manière un peu générale. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de cet article, qui est Franck et pourquoi il a souhaité l'écrire et pourquoi vous lui avez donné les clés du camion sur cet article? C'est vrai que depuis le premier point de côté, en fait, on donne à chaque fois un article qu'on appelle l'article lance-flamme Ah ben celui-là. à Franck Audou qui est photographe, mais aussi journaliste. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours, on va dire, ce terrain d'expression, pardon. Et c'est vrai que une fois par an, il se lâche, quoi. Et il nous envoie ces pages, sachant qu'on est un petit peu obligé de modérer quand même, parce que sinon il y a des références, je pense, qui nous causeraient deux, trois soucis. Mais voilà, on va dire que c'est le petit plaisir de Franck. Et quelque part, nous-mêmes, on va dire un peu à la rédaction, ça nous interpelle en fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on aurait su écrire, parce qu'aussi Franck a une belle plume. A une belle plume, mais aussi a de la bouteille. Je vais pas dire que c'est un vieux croulant, mais en tout cas, ça fait quand même un paquet d'années qu'il est dans le milieu, et du coup, il est finalement un témoin privilégié, surtout en étant sur beaucoup d'événements en qualité de photographe. Il est un sacré témoin de l'évolution du trail. Et c'est vrai que voilà, là, depuis le premier point de côté, on lui file des articles. Il avait écrit un article sur les t-shirts finishers, un article aussi sur ce qu'on appelle les black shorts, en tout cas les gens qui vont défendre vraiment leur communauté, etc. Voilà, c'est vrai qu'il a, c'est son petit plaisir. Nous, on prend toujours une claque en disant est-ce que c'est une si bonne idée de publier ça? Et là, pour le 5, sachant qu'à chaque fois qu'on lui donne une orientation, il ne fait jamais à peu près ce qu'on lui a demandé, quoi. On l'oriente vers un sujet, il nous envoie le papier quelques semaines plus tard, et c'est absolument pas l'idée première. Bon, c'est pas très grave, hein, mais en tout cas, ça nous fait beaucoup rire. On prend aussi une sacrée claque. Et puis, on estime que c'est aussi important de pointer un peu les dérives. C'est vrai que là, l'article lâché dans la soupe, dans le point de côté numéro 5, c'est une espèce de pot pourri de tout ce qui va pas. Et à peu près tout le monde y passe, tout le monde en prend pour son grade. Et voilà, n'importe quel, on va dire, pratiquant à un moment dans l'article se fait allumer par Franck, qui tire à peu près à l'aveugle, en fait, sur tout le monde, quoi. Donc si je peux lister un petit peu, ça va aller très vite, attention. Alors moi, effectivement, j'ai pris une vraie claque, hein, clairement. Prix des dossards, est-ce que c'est réservé au CSP+, matériel, l'évolution du matériel, les circuits privés, la rareté des dossards, le naming des courses, la visibilité des athlètes, qui a du succès, qui est bankable, qui est pas bankable,
la crédibilité des journalistes, le copier-coller des communiqués de presse, les vidéos YouTube identiques sur les comptes rendus de course, les clones épilés, fades avec de belles paroles sur les courses, les organisations qui font du greenwashing, le trail qui se veut inclusif alors qu'il n'a jamais été exclusif. Tout ça, c'est une vraie. Avec la conclusion suivante qui est le trail est sur une pente glissante. J'ai trouvé assez succulent la métaphore. Si tu avais à évoquer quelques-uns de ces sujets-là, alors je sais que voilà, c'est pas évident, mais il y a beaucoup de sujets concernant l'évolution de cette discipline qui a accéléré très fort ces derniers temps, et de manière parfois un peu caricaturale. Et je t'avoue, en toute sincérité, Robin, que par moment, et tu sais que je suis coach moi aujourd'hui, par moment je me suis retrouvé un peu dans ces critiques, je me suis retrouvé aussi un peu visé. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur tout ce qui est mis en avant sur ces problématiques liées à l'évolution de notre sport? Bah, alors c'est vrai que c'est un sport, comment dire, je pense il y a beaucoup aussi de choses qui sont liées aux réseaux sociaux. Et comme je peux parfois, enfin comment dire, je suis pas très bien, je suis pas bien placé finalement pour en parler, dans le sens où je gère une communauté avec du contenu régulier, etc. Mais justement, j'en prends aussi un petit peu pour mon grade, et je me sens aussi forcément visé par ce que peut écrire Franck. Je pense qu'il y a quand même une grosse part dans l'évolution négative, on va dire, de ce sport qui vient, à mon avis, des réseaux sociaux. Mais finalement, les réseaux sociaux, ils peuvent être absolument géniaux comme détestables, et ça je dirais dans tous les sports, dans toutes les activités, dans tous les domaines, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même une part relativement négative qui peut venir, voilà, des réseaux sociaux, de l'envie de briller, etc. Et je pense que le trail est aussi c'est un peu le bon client pour ça. C'est-à-dire que si tu fais, je sais pas, du 1500, ou si tu fais, je sais pas, du marathon, il y a un moment, il y a quand même la notion de chronomètre. Tu vas pas pouvoir faire croire à n'importe qui que t'es champion du monde. Et là, un petit peu la perversité, je dirais, des réseaux sociaux en tant que pratiquant de trail, bah, c'est finalement la tentation, on va dire, de briller, de faire croire consciemment ou inconsciemment qu'on est champion du monde, etc. Bah, voilà, je trouve que c'est une dérive parmi beaucoup de ce sport. Et malheureusement, voilà, on est à une époque, je dis malheureusement comme si j'étais un vieux boomer, j'en suis pleinement acteur et responsable du coup. Mais c'est vrai que voilà, on est aussi à une époque où mais on a envie de briller, et les réseaux sociaux, et je trouve que l'association réseaux sociaux et trail fonctionne plutôt pas mal pour les gens, peut-être en manque de reconnaissance. Voilà, donc c'est, je dirais, une critique qu'on pourrait faire au trail parmi d'autres, mais je veux surtout pas faire croire je veux surtout pas que les gens pensent que je suis un aigri de ce sport, absolument pas. Mais disons, en baignant beaucoup dedans, bah forcément, comme toi, en étant à la fois entraîneur, créateur de contenu avec un podcast, bah forcément, tu vois aussi des dérives qui peut-être n'existaient pas avant, quoi. Non, c'est clair. Donc toi, ce que tu retiens en premier, c'est effectivement cette notion de visibilité des athlètes, pas toujours très claire dans un sport où la comparaison de performance, je crois que c'était Nicolas Martin qui en parlait à de nombreuses reprises, comparant souvent, on a tendance à comparer des choses peu comparables entre elles. On a quand même cette notion avec tous les bémols qu'on peut émettre, ces notions d'index qui peuvent aussi nous aiguiller. Moi, effectivement, je pense que c'est un bon conseil à suivre, hein. Évitons de comparer des performances qui sont pas comparables, et on peut peut-être s'appuyer parfois sur ces index qui peuvent nous donner une idée du niveau de certaines personnes. Et effectivement, la puissance des réseaux sociaux, la puissance de l'image aujourd'hui, la puissance du contenu peut avoir une influence énorme sur comment est considéré un athlète dans le milieu aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un épisode qu'on a planifié de faire, notamment avec quelques invités sur ce sujet. C'est un sujet qui tourne énormément dans le milieu des sportifs élites, où on voit que beaucoup de sportifs de haut niveau sont un peu agacés de voir que ils sont moins considérés que des gens qui ont un moins bon niveau qu'eux, mais qui ont une plus grosse communauté de réseaux sociaux, etc. Et qu'aujourd'hui
il forcé de constater que il vaut peut-être mieux être moins bon et avoir plus de followers qu'être meilleur et poster trois posts Facebook par an, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, exactement, exactement. C'est un petit peu le constat, mais qui existe, on va dire, depuis plusieurs années. Maintenant, ça prend juste d'autres formes, mais effectivement, ouais, c'est assez vrai. Je trouve que c'est particulièrement vrai. Finalement, dans le trail, qui est un sport, on le disait, ou l'ultra trail, très finalement très photogénique aussi, même si les foulées sont pas toujours absolument magnifiques, mais globalement, voilà, on est dans des paysages grandioses, etc. Enfin, il y a matière à la communication, il y a matière aussi à raconter des histoires, parce que forcément sur des ultra trails, quel que soit ton niveau, il t'arrive toujours tout et n'importe quoi. T'es le meilleur du monde, puis une sous-merde. Globalement, sur une course, ça se passe toujours un peu comme ça. Et forcément, bah voilà, ça peut donner lieu un petit peu à des dérives, je trouve, quoi. Voilà, mais et c'est vrai que globalement, quand même, je nuance peut-être un petit peu ce que tu dis. C'est vrai que euh, je pense qu'on a quand même passé le moment où, entre guillemets, les influenceurs peut-être, enfin, je pense qu'un athlète accompli de très haut niveau, de haut niveau, maintenant n'est plus, comment dire, inquiété ou n'est plus forcément, ne va pas forcément voir son contrat à la baisse parce qu'il y a des influenceurs. Je pense, enfin, c'est mon avis. Je pense Mmh. que maintenant c'est On a deux choses basculé un bien peu distinctes. dans notre code dans un contexte un peu plus. Moi, je pense que vraiment, hein, encore une fois, les index ont aussi aidé beaucoup Mm. à quantifier un peu les performances. C'est vrai que c'est un réflexe je pense que toi aussi tu dois avoir un peu comme moi, c'est-à-dire quand on parle de Mm. quelqu'un, ben hop, effectivement, une des premières choses qu'on va faire, c'est il en est où sportivement, quoi. Et je Mm. pense que ça a pu aussi, peut-être encore une fois avec tous les bémols que ça peut avoir, ça a pu aussi aider un petit peu à hiérarchiser. Alors, on en Mm. prend, on en laisse, mais à hiérarchiser un petit peu les performances sportives, quoi. Mm. Exactement, ouais, ouais, même si effectivement ces peuvent être critiquables ou autres, mais c'est vrai que bah, c'est finalement un peu comme dans le sport, où tu vois, le tennis ou le golf, tu lui demandes ton classement, ton handicap, enfin, tu vois, c'est simplement, l'idée, c'est pas simplement de savoir qui a la plus grosse, mais ça permet juste bah, de dire, OK, il a tel niveau en réalité, en fait, j'avais pas soupçonné que ce gars-là, ou cette Mm. fille-là, c'était une star, quoi. Ou justement, ah bah ok, d'accord, ouais, là on est peut-être plus dans la catégorie influenceur Instagram que athlète de haut niveau, quoi. Mhm. Mais je trouve quand même, tu vois, je nuance un petit peu finalement ce que je dis. Je trouve que quand même, en fait, le trail se développant tellement, il y a une époque effectivement où quand il y avait 15 athlètes pro dans le monde, les athlètes qui n'étaient pas pros voyaient d'un mauvais œil des contrats ou des partenariats avec entre guillemets, des Instagrammeurs. Maintenant qu'il y a quand même énormément de coureurs professionnels dans le monde, enfin des coureurs de trail professionnels, euh, je dirais que c'est moins problématique pour les athlètes de haut niveau. Après, je dirais que c'est plus pour le grand public. On perd un peu finalement en lisibilité. Euh, et c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu le problème de notre sport. C'est aussi la multiplicité des circuits, des distances, enfin des distances c'est normal, mais en tout cas des circuits privés. Et on perd parfois en lisibilité. En fait, on ne Mhm. sait plus qui est vraiment le meilleur, quoi. Tu vois, Mhm. c'est ça un peu le souci, quoi. C'est clair. En tout cas, c'est un article qui a le mérite de faire réfléchir, hein, qui nous fait aussi prendre moi qui m'a fait faire un pas de côté quand même, sur effectivement aussi cette différence qu'il y a entre l'ADN de notre sport, hein, qui est clairement historiquement américain, basé un peu sur la coolitude, sur la connexion avec la nature. Et là, clairement, aujourd'hui, on est plutôt sur des notions de sport et ça vient aussi avec la professionnalisation du trail. On est encore une fois à la croisée des chemins où c'est un sport nature, c'est un sport qui initialement est plutôt sur un mode aventure et qui est en train gentiment de venir vers une professionnalisation et plus s'axer sur la performance. Et aujourd'hui, il y a encore une fois deux mondes qui s'opposent et ça, c'est vrai que c'est pas évident à gérer, quoi. Mm.
Exactement. Ouais, ouais, c'est vrai que le niveau de performance a aussi énormément augmenté. La densité aussi. C'est pas que, on va dire, le temps de la première ou du premier, c'est globalement le temps des 20 premières ou des 20 premiers en fonction de, tu vois, sur les grosses courses, quoi. La densité aussi a augmenté. Ben, voilà, c'est un sport qui se développe, évidemment. Il y a de plus en plus de partenaires, je dirais, voilà, de marques, d'acteurs, d'entraîneurs aussi, de façon, maintenant on sait un peu, voilà, de plus en plus comment il faut s'entraîner. C'est un développement, en fait, c'est simplement parfois déroutant de l'observer. Mhm. C'est vrai que je pense que tu te mets au tennis en 2024. Oui, voilà, C'est je vais pas établi, dire que le quoi. sport, Comment? C'est établi. La C'est établi. situation est établie, Voilà. quoi. C'est vrai que voilà, il y a, je pense, quelques nouveautés, peut-être d'année en année, mais globalement, voilà, comme tu dis, le sport est relativement établi. Là, on est à une croisée des chemins. Est-ce que le trail va devenir olympique? Qu'est-ce que c'est que tous ces circuits privés? Les athlètes qui deviennent professionnels hyper jeunes. Enfin, c'est à la fois hyper intéressant et parfois un peu flippant d'observer tous ces changements, en fait, hein, tout simplement, quoi. Moi, il y a une question que je me pose toujours sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce que va devenir ce sport? Tu vois, est-ce que ça va devenir un sport de masse avec tous les bon, c'est déjà un peu ça commence déjà un peu à être le cas parce qu'il a tous les ingrédients ce sport pour devenir un sport de masse, tu regardes bien. Est-ce que ça va vraiment devenir un sport majeur dans notre pays et dans le monde de manière générale? Est-ce qu'on a tendance à observer une inflexion un peu des participants? Je crois pas. J'ai plutôt tendance à croire que ça s'accélère. Ou ça va s'arrêter, quoi. T'en penses quoi, toi? Ouais, c'est dur de dire, hein. Écoute, j'ai pas de boule de cristal, là, j'ai juste une Mm. petite boule Ouais, de de massage. massage. D'ailleurs, Ouais. je me masse le pied là, depuis le début du podcast, la plante du pied. Syndrome de Morton? Non. Non, juste fractionné sur piste, parce qu'en fait, j'en fais une fois par an. Il y a une séance VMA par an, et tu vois, là, c'était il y a 3 jours, donc 2 jours. Donc, tu vois, j'ai les dessous de pied là qui ont pas trop compris. Donc, Mm. voilà. Euh, je sais pas. Franchement, je sais pas trop. Euh, je pense que ce qui est assez facile de dire, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de monde. On va dire le monde professionnel au sens large du terme, c'est-à-dire athlètes, organisateurs, etc. Circuit. Et puis le monde amateur des courses du dimanche matin, quoi. C'est voilà, je dirais que de plus en plus le cas. Ça sera encore plus le cas le jour où le trail sera au JO, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, quand tu vois que le ski alpinisme fait son entrée là au JO de 2026 en Italie, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons que le trail, en tout cas, soit un moment sport, comment ils appellent ça, de présentation, ou je sais plus Mm. exactement. Enfin, qu'à un moment ou un autre, le trail quand même fasse son entrée. Euh, voilà, je pense que là, ça sera encore un virage supplémentaire. On a aussi finalement des cousins qu'on peut regarder, comme le VTT, le triathlon. Après, chacun se fait son avis sur ce que sont devenus ces sports, mais voilà, je pense qu'il y aura toujours, et c'est un petit peu, je dis peut-être un petit peu ça pour me rassurer, mais il y aura toujours, voilà, ces courses du dimanche matin. Et puis, si on n'a pas envie de faire des courses, il suffit d'éteindre les réseaux sociaux, d'éteindre la web TV de l'UTMB, même pas aller sur Strava. Et en fait, la forêt et la montagne, elles sont toujours là. Et là, on verra finalement si on pratique pour son plaisir ou pour Strava. Mais globalement, voilà, il restera toujours possible d'aller finalement comme le vélo ou comme le VTT, d'aller le dimanche matin dans la forêt à côté de chez soi et de faire 1 heure et demie, 2 heures dans les bois. Voilà, il y aura toujours cette possibilité-là. On va pas nous imposer, comment dire, une licence pour faire ça. Donc, Mm. par contre, oui, tu prends l'exemple du VTT, entre le circuit Coupe du Monde, les JO, et puis le pratiquant hebdomadaire, ouais, il y a un fossé gigantesque, quoi. Mais je pense que le trail, je pense que le trail va continuer sa croissance, son développement. Et puis après, chacun se fait son avis, si ça va dans le bon sens ou pas, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. En tout cas, ça a bien changé depuis notre premier échange en 2020.
Oui. Il y a eu il y a une évolution quand même assez notable. D'ailleurs, je vais réécouter cet épisode-là pour voir un petit peu. Je l'avais pas réécouté en préparation, mais je pense que ça peut être succulent. Ou ça peut faire mal aux oreilles aussi. Me concernant en tout cas. Un autre sujet qui est important et qui est abordé dans cet article, après on passera sur la dernière partie de notre échange, c'est la notion de la partie s'appelle on avale des couleuvres bio. C'est intéressant. Et là c'est un peu le sujet de toute la communication, tout le marketing, c'est un mot qui est utilisé dans l'article, hein, sur la mise en avant des arguments, notamment des marques, des organisations pour vendre un espèce de sport propre, où on demande à chacun d'apporter des gobelets, mais à contrario, on voit que c'est un sport qui engendre énormément de pollution liée au déplacement notamment. Moi, je suis assez sévère là-dessus, c'est-à-dire que c'est vrai que je trouve que le greenwashing dans le trail, il faut quand même se rendre compte d'un truc, c'est que on est dans un sport où c'est pas un sport vert, pas du tout pour moi. On aura beau apporter chacun nos gobelets en plastique, ça changera pas grand-chose, je pense. Ça, c'est mon point de vue. On peut faire chacun des petites choses pour s'améliorer, etc. Mais globalement, toute activité est néfaste pour l'environnement et c'est vrai que moi, personnellement, ça me dérange un peu d'avoir des arguments un peu sur l'aspect écologie, sachant que le sport en lui-même, il génère énormément de pollution, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi à bien des niveaux. Tu vois, on est tous les deux créateurs de contenu, donc ça génère, ça génère de la pollution d'être sur ces plateformes. Tous les déplacements liés évidemment pour se rendre à l'événement, pour se faire assister, tout l'équipement qu'on a, je veux dire des chaussures à la montre en passant par le sac, la veste Gore-Tex, je sais pas si je dois les citer, mais Tu peux. c'est évidemment des matières qui sont à un moment néfastes pour l'environnement. Évidemment, enfin c'est clair qu'on n'est évidemment pas dans un sport vert. Quelque part, quand Anton il sortait de chez lui à moitié à poil, là on était et encore, on lui avait filé les chaussures, tu vois, qui étaient probablement fabriquées en Asie, dont il avait coupé la semelle au couteau à pain pour alléger un petit peu la chaussure qui devait peser 200 grammes, ce qui devait être beaucoup trop lourd pour Anton. Donc non, mais clairement on est évidemment c'est un leurre, et en fait c'est simplement parce qu'on est dans un environnement naturel qu'on a l'illusion que c'est un sport vert, mais pas du tout en fait, absolument pas, et plus la course va être grosse et pire ça sera. Donc je pense qu'il faut clairement arrêter avec cette histoire de sport vert. À mon sens, tout discours allant vers un sport écolo, etc. C'est décrédibilisé, quoi, pour moi. Aujourd'hui, ouais, voilà, on le voit très bien que c'est pas cohérent, quoi. Exactement. C'est en fait le seul fait d'être dans un environnement naturel, en montagne, en forêt ou quoi, ne suffit pas de faire de ce sport une activité écologique, quoi. J'ai un peu de mal avec ça, et c'est vrai que c'est un discours qui est assez important pour pas mal d'événements, de marques, etc. Je sais pas, stratégiquement, c'est pas quelque chose que je choisirais. Je pense qu'il y a d'autres choses d'autres leviers à actionner que ce levier-là. Et même si on a tous évidemment notre sensibilité écolo, je pense juste que c'est malheureusement pas un argument, quoi. Clairement pas, quoi. On n'est pas dupe, hein. Clairement. Ouais. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut, mis à part le côté négatif, il faut quand même dire que il y a des choses qui sont faites pour améliorer un petit peu que ce soit le moins pire possible, on va dire. Mais en tout cas, toujours est-il que le sport grandit, le sport génère de plus en plus de pollution, de déplacement, donc moi ça mérite un peu quand j'entends des discours comme ça qui pour moi sont contre-productifs. Dernier sujet par rapport à l'actualité un petit peu, j'aime pas trop faire de l'actualité, mais là récemment il est sorti quelque chose d'assez c'est justement les deux acteurs dont tu parlais tout à l'heure, que sont Kylian et l'UTMB, donc
Pour ceux qui écouteront l'épisode après, on est en janvier 2024 et Kylian Jornet et Zach Miller ont essayé d'envoyer un petit mail à quelques coureurs d'ultrafond, les meilleurs de la discipline, pour essayer de voir un petit peu s'il y avait des solutions pour ne pas participer à l'UTMB. En gros, on a compris que ils souhaitaient boycotter un petit peu l'événement en raison de leur positionnement actuel, de la manière dont est géré le circuit, etc. On voit que vous avez fait un post, Robin, sur les genoux d'un gif. T'as appelé ça le carnaval, je crois, le grand carnaval ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cet événement qui, de mon point de vue, est pas anodin et qui marque quand même un gros coup de tonnerre dans le milieu du trail? C'est un sujet, je pense que c'est c'est un sujet complexe, c'est un sujet, je pense, où on est énormément en contradiction, à commencer par Kylian, hein, je vais pas lui tirer dessus, mais c'est quand même quelqu'un qui a gagné 4 fois la course, qui a gagné aussi la course et qui a voulu revenir aussi l'année dernière, enfin en tout cas en 2023, à une époque où Dacia, enfin tu vois, le partenaire automobile était déjà présent, où ça avait déjà pris ce virage Ironman. Donc c'est compliqué. Je suis très 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 partagé sur sur ce mail. D'un côté, je me dis ouais, ils ont complètement raison. Il faut changer enfin changer ou en tout cas faire évoluer cette course dans le bon sens. Et puis surtout, voilà, mettre fin entre guillemets à un peu à ce monopole qui commence à avoir de plus en plus. En fait, il y a aussi juste un petit aparté, il y a un truc qui me dérange un petit peu dans ce mail, c'est que finalement, il y a quasiment aucune info. C'est un mail relativement, je dirais, qui donne pas beaucoup d'exemples, etc. Alors que finalement, il y a effectivement des points qui pourraient relever pour un petit peu enrichir leur argumentaire. Mmh. Il y a il y a quelques soucis de courses UTMB qui sont devenues, enfin qui étaient à l'époque des courses non UTMB. Je pense à la course de Gary Robbins. Enfin, il y a tout un système effectivement qui va pas, qui est critiquable, etc. Et en même temps, je me dis, bah les gars, vous avez profité de ce système pendant des années. Vous êtes venu courir. Zach, t'as fait deuxième en 2023 à Air Gym. Je trouve que c'est assez compliqué. Quelque part, Zach et Gillian ont fait leur temps. Enfin, je vais pas dire leur temps, mais en tout cas, ont marqué la discipline et ont marqué cette course. Je veux dire, un jeune actuellement ou moins jeune qui a envie de faire cette course pour la gagner. C'est compliqué. Il est aussi en porte-à-faux avec ses partenaires enfin, c'est tout un écosystème en fait et surtout, ce mail, en fait, ce qui me dérange un peu, c'est que je trouve qu'il donne pas beaucoup d'indications, pas beaucoup d'exemples, enfin pas d'indications, mais pas beaucoup de billes finalement. Il nourrit pas forcément le débat. Il propose pas forcément d'autres alternatives que un boycott. Ils finissent par dire, on proposera peut-être il y aura peut-être un événement sur lequel on pourrait se retrouver et puis justement faire la bagarre. Il n'est pas évoqué dans le mail. Ouais, je suis très très partagé et à titre personnel, je suis aussi en totale contradiction avec cet événement. C'est une course que je ne ferai pas en tant que coureur, mais tu vois, on a organisé le truc pour Courtenay là-bas. C'est compliqué. J'arrive pas à avoir un avis radical. D'habitude, j'ai toujours des avis très très tranchés, mais là, je trouve que il y a un petit côté craché dans la soupe et en même temps, oui, c'est vrai que clasher dans la soupe. Donc, voilà, j'arrive pas à avoir un avis ferme sur cette histoire et même sur l'événement, je te dirais. C'est voilà, je trouve qu'on a, la schizophrénie. Ouais, beaucoup, mais même, tu vois, entends les athlètes, je vais pas les citer, mais des athlètes du très très haut niveau, hein, du top 10 UTMB, qui critiquent ouvertement la course toute l'année, et puis fin août, début septembre, qui sont sur la ligne de départ. C'est très particulier quand même, je trouve, de voir ça, quoi. Donc, ouais, c'est un sujet complexe. J'ai envie de pas prendre de risques entre guillemets, et juste d'être spectateur de ce qui va se passer.
Je pense qu'il va rien se passer. Hein. Je pense que, à mon sens, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et moi, à mon sens, Peut-être c'est que. une grosse, si je peux donner mon point de vue là-dessus, c'est une grosse Ah erreur. bah oui, ça m'intéresse, C'est ouais. Ouais. une grosse erreur de communication. Il y a deux solutions. C'est où ils ont été trop naïfs et ils pensaient pas que ça allait sortir publiquement. Alors là, c'est une erreur de naïveté, mais gravissime. Ou alors c'était anticipé et je trouve ça assez malsain, moi personnellement. Mm. Si c'était anticipé, voilà. Mais comme tu dis, il y a pas grand-chose dans dans ce mail mais malgré tout je pense que ça dénote d'une vraie problématique et de ce que tu disais tout à l'heure au tout début de l'épisode, c'est l'aspect schizophrénique que ça engendre chez nous, cet événement. Je ne sais pas pourquoi. T'entends parler les gens autour de toi, on dirait que l'UTMB c'est le grand c'est le diable incarné et il y a jamais autant d'inscriptions et les gens ils pleurent quand ils sont pas sélectionnés. Mais à la fin voilà, Mm. cet événement génère tout un tas de réactions plus disproportionnées les unes que les autres. Et là, ça en a encore une fois l'illustration des personnes qui sont des légendes de notre sport, qui se mettent dans des situations pour moi de communication improbables. Voilà, je suis assez surpris et je suis comme toi, je pense que ça va plus faire de tort à Kylian et à Zach qu'à l'UTMB et que effectivement à un moment donné, je pense il faut prendre ses décisions quand on critique, quand on veut pas d'un événement ou quand on est contre les valeurs, il faut pas aller participer, il faut pas aller prendre les prize money, il faut pas aller dès le début. Mm. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis, quoi. Ouais, 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 non, c'est complexe. Et finalement, tu vois, Kylian a quand même gagné 4 fois la course. Je vais pas dire que c'est facile pour lui, mais c'est sûr que là, de maintenant, dire bah, je vais boycotter. Ouais, tu vois, est-ce qu'un Mathieu Blanchard qui rêve de gagner l'UTMB, il va dire bah ouais, je te suis, Kylian, t'as trop raison. Ou je sais pas, une Blandine Lirondet, Anise Rousset qui rêve de gagner. Oui, et tous les autres, hein, tous les Américains, les Espagnols, etc. Ouais, moi, à mon avis, c'est un coup d'épée dans l'eau. Je trouve qu'aussi c'est très maladroit la manière dont ça s'est passé. Évidemment que le mail allait fuiter, enfin c'est juste évident. Ou alors ça se trouve c'est des génies de la com, ils savaient que ça allait fuiter, que ça allait générer, Ouais, je alors sais c'est pas malsain, peut-être. quoi. Ouais, là on est dans Inception quoi. Je sais pas. À mon avis, il y aura discussion certainement entre les deux protagonistes et la course. Est-ce que a l'air de dire l'UTMB, en tout cas la porte est ouverte. Qu'est-ce que ça va changer? Je sais pas trop, franchement. Je pense qu'une course comme l'UTMB peut se passer de Kylian, qui à mon avis, il serait pas retourné 10 fois. Zach, pareil, il est venu courir un paquet de fois. Euh, voilà, je sais, à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose, quoi. Hein, toujours est-il que moi, pour parler avec quand même beaucoup d'athlètes élites et comme toi, j'imagine, vu qu'on est quand même du milieu, on se rend compte quand même que pour les marques, notamment pour les athlètes, voilà, il y a des petites astérisques et des petites, voilà, des petites conditions liées à l'UTMB qu'il n'y a pas forcément sur d'autres courses. Il y a clairement sur les marques, on doit briller à l'UTMB et ça voilà, c'est une évidence. Alors après, il y a peut-être d'autres circuits qui sont aussi importants et qui comptent dans le milieu, mais malgré tout, pas une course arrive à la cheville de l'UTMB aujourd'hui, et ça, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, parce que comme on l'a dit, ça génère énormément de réactions. Bon, en tout cas, merci pour ton retour là-dessus. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je pense qu'on a bien fait le tour. Robin, est-ce que tu veux, pour revenir un petit peu sur le point de côté là, nous dire un petit peu, nous donner des infos sur le prochain? Est-ce que tu as déjà des infos sur le prochain numéro qui va sortir? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir ou pas? Ouais, ben on. Ah, c'est frais là. Ouais, on a ouais, c'est de l'info inédite. Ouais, ouais, effectivement, on a bien sûr commencé à y réfléchir. Je ne sais pas si ça verra le jour, mais il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est le tort des géants et toute la triche qu'il y a au tort des géants. Alors, la triche ou non, mais en tout cas, les suspicions de triche, on va dire, qui existent depuis, en fait, la première édition.
Il est monté dans une bagnole, il a coupé, etc. En fait, cette course se crée une réputation et des histoires tous les ans. Donc, il y a un moment, on a aussi envie d'en savoir un peu plus si tout ça est vrai. Aller interviewer les protagonistes, aller interviewer les organisateurs, interviewer les athlètes qui sont accusés, aller interviewer les accusateurs aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un truc avec cette course, évidemment hors norme, 330 km. Tu peux pas mettre un bénévole tous les mètres pour savoir si tout le monde fait bien le parcours. Mais voilà, en tout cas, c'est un sujet, on va dire, de grande envergure parce que il y a pas mal de gens à aller interviewer pour en savoir un peu plus, quoi. Ah, intéressant, intéressant. Ça va être. J'espère que vous arriverez à mener à bien. Tu penses que c'est quoi? C'est combien de temps? Alors là, du coup, qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne sur le point de côté, c'est vous êtes dans la phase de réflexion et la phase de réalisation, on va dire, du contenu, c'est de camp à camp, et la phase de mise en production, c'est de camp à camp à peu près. Ben ouais, on essaie d'avoir un sommaire, on va dire définitif là, entre fin janvier, fin février. Mhm. On se laisse, voilà, c'est évidemment pas au jour près ni à la semaine près. Et puis après, on lance les sujets. D'abord, l'écriture, hein, vraiment l'écriture des papiers. Et en parallèle, on commence aussi un petit peu à réfléchir à la manière dont on va illustrer l'article. Est-ce qu'on va faire appel à quelqu'un qui dessine? Est-ce on fait appel à un photographe, une photographe? Est-ce qu'on prend le parti justement de pas l'illustrer? Ça peut être aussi intéressant. C'est pas forcément pour se donner moins de boulot, mais il y a parfois un vrai parti pris Mhm. à le faire. Après, il y a toute une période aussi de correction. Évidemment, les articles sont relus, corrigés pour qu'il y ait le moins de fautes possible. Malheureusement, il en restera toujours une. Et puis ensuite, il y a une grosse période qui est, elle, réservée aux graphistes, qui va récupérer à la fois les textes et les illustrations, les photos, et essayer de faire un petit peu sa cuisine avec ça pour proposer à chaque fois des articles très différents. Ça, c'est un petit peu le parti pris aussi de la revue, c'est chaque article est maquetté d'une façon différente. Mhm. Donc à chaque fois, c'est des univers très, très différents, des couleurs, des typos, etc. Donc là, pour le coup, c'est dans les mains du graphiste. Ça lui demande beaucoup de boulot, mais quelque part, c'est plus de notre ressort. Et évidemment, il y a des retours entre lui et nous. Et ensuite, voilà, on arrive progressivement à la phase d'entrée en impression. Mhm. Donc voilà, c'est toujours un peu des rythmes comme Des ça. vagues, des phases. Exactement, ouais, Mhm. des phases comme ça à passer un peu les unes après les autres pour que la revue puisse se faire, quoi. Aujourd'hui, le point de côté numéro 5, il est disponible sur votre site? Oui, c'est ça, sur Mhm. notre site pointdecoté.fr. Mhm. Il est disponible à la commande. Ça aussi, ça a été un parti pris, c'est-à-dire de ne pas être dans des. On est dans quelques librairies ou magasins spécialisés, mais vraiment, ça se compte sur les doigts de deux mains, on va Mhm. dire. Mais sinon, voilà, c'est que à la commande. Il y a eu ce parti pris de ne pas bosser avec des grosses plateformes qu'on connaît tous. Et voilà, c'est aussi un parti pris, c'est de maîtriser notre distribution, notre diffusion. C'est toi qui fais les Donc il enveloppes? faut passer. Et oui, on maîtrise, Oh putain. enfin on maîtrise, on fait même ça, tu vois, pour te dire. On a même pas voulu déléguer ça, Oh donc là là. c'est nous qui Oh, ça, faisons c'est de les l'artisanat. envois. De l'artisanat. Ouais, ouais, on a un entrepôt et on va quasiment tous les jours faire les envois, quoi. Donc ouais, ouais, c'est professionnel d'une certaine façon, mais très artisanal d'une autre, quoi. Voilà. C'est cool. C'est cool. Le prochain crowdfunding, on a une vision, c'est quoi en général? C'est quel mois de l'année en général? Le crowdfunding, c'est votre demande de participation à la précommande. Mais cette année, on ne sait pas trop encore. Ça Mhm. sera autour de l'été, on va dire, soit avant les vacances ou soit après. Mais voilà, globalement, c'est à peu près cette période-là. On avait un petit peu changé pour le point de côté numéro 5. On avait fait en septembre, Mhm. alors qu'habituellement, on faisait en mai. Voilà. Mais je pense que
Je pense que les gens seront au courant parce qu'on bassine suffisamment les gens. Quand il y a cette période de précommande, il y a du spam à tire-larigot, donc les gens seront au courant, quoi. Ça marche, très bien. Bon, en tout cas, c'est super boulot ce que vous faites, Robin. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer notre échange? Ben écoute, non, à part te remercier, Nico, pour la qualité de tes podcasts. Et puis la préparation aussi, je trouve que c'est toujours bien préparé. On voit que tu as bossé le sujet, que tu as même dû lire des articles que tu n'aimais pas. Donc, Non, j'ai lu le livre en entier du début à la fin, tu te rends compte? Comme les 4 précédents d'ailleurs. Hein. Toujours. Non, mais je te remercie et merci à toi pour ton boulot. Et puis, avec plaisir. Et puis on va rester en contact pour suivre justement l'évolution de ce sport incroyable. C'est clair. Et petite précision, on n'est pas un partenariat rémunéré, Robin, tu peux le confirmer. Hein. Ah oui. Voilà. Non, bien sûr, mais il y aura quand même une remise de chèque, bien sûr. Ah, je prends pas les chèques, moi, par contre. Non, pas du tout. Effectivement, c'est toi qui m'as gentiment proposé de m'inviter et d'en faire la promotion. Donc, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, Robin. En tout cas, il me tarde qu'on se croise sur un événement prochainement, pourquoi pas. Certainement à Chamonix, à mon avis, ça va arriver comme ça. On ira boire une mousse. Hein, voilà, en critiquant l'événement dans lequel on est. Voilà. Exactement. Un très bon schizophrène trailer de 2024. Exactement, c'est tout à fait ça. Merci Nico. Merci Robin, salut. À bientôt. À bientôt. Et voilà, cet épisode avec Robin Schmitt est à présent terminé. Je le remercie énormément du temps qu'il a accordé au LTP. Donc, le point de côté numéro 5 est disponible. Je vous mettrai dans le descriptif de l'épisode les liens qui vous permettront éventuellement de le commander. Vous ne serez pas déçus, c'est garanti ou remboursé. Bon, ça faudra voir avec Robin. Mais voilà, c'est d'une très bonne qualité. On se marre, on réfléchit et c'est vraiment chouette. Donc, merci à Robin encore une fois pour le temps qu'il a accordé. Et puis bravo à Guillaume Desmurs et à Marion pour le travail qu'ils ont effectué. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram ou Thread sur Let's Try Podcast ou Let's Try le podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Vous pouvez, si vous souhaitez aider le LTP, aller sur les plateformes Apple Podcast, Spotify, mettre un petit commentaire, une petite étoile, 5, pas moins, ça sert à rien de mettre 4, hein, je le prendrai mal. Et sinon, la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider le LTP, c'est d'en parler autour de vous et de faire en sorte que le nombre d'auditrices et le nombre d'auditeurs augmente. Et puis enfin, le sommet du soutien des auditrices et des auditeurs du LTP, rendez-vous sur la plateforme Patreon, patreon/Let's Try le podcast, et puis par quelques euros par mois, vous pouvez soutenir tout le contenu, tout le travail qui est fait pour vous délivrer du contenu de manière hebdomadaire, et puis vous intégrer surtout une belle communauté de passionnés. Et enfin, vous allez avoir accès à plusieurs contenus, des épisodes privés, mensuels, même un peu plus en ce moment, tout un tas l'accès à la visio mensuelle, l'accès à des petites vidéos de mes courses, de mes préparations. Voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu et on partage et on se marre bien sur cette communauté, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et joindre l'utile à l'agréable. J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut. Il en existe évidemment plein d'autres, mais c'est vrai que on va dire le trait d'union entre tous les bénévoles, c'est souvent du mensonge. C'est souvent